Hello, hello! Et bienvenue dans Handicapé pas incapable, un podcast dans lequel on interviewe des personnes handicapées et ou neuroatypiques et ou avec des troubles. Aujourd'hui, c'est le premier épisode où on interviewe quelqu'un et c'est Manon. Manon va nous parler de son syndrome d'impaction ulnaire qui se représente plus ou moins par une douleur chronique au niveau des poignets et de son potentiel TDAH non diagnostiqué. Elle va nous parler de la façon dont elle a vécu la douleur, les remarques validistes qu'elle a pu recevoir sur le fait qu'elle mentait sur ses douleurs par des médecins, par des profs, etc. Le bienfait que ça lui a fait lorsqu'elle a eu son diagnostic, ce qu'elle aurait aimé qu'il se passe autrement. Et puis on finira toujours par quelques petits conseils, quelques petites ressources. En espérant que ça vous plaise, je vous laisse avec l'interview. Des bisous! Et alors, bienvenue dans cet épisode 1. Merci d'être là, c'est hyper cool et ça fait hyper plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des choses cool ensemble. Merci à toi de faire ça. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, tes pronoms, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça Moi, c'est Manon. Mes pronoms, c'est elle, puis décoratrice d'intérieur en formation. J'ai un syndrome d'impaction ulnaire et très possiblement un TDAH. Et t'as quel âge? 21 ans. 21 ans, ça marche. Alors j'ai noté deux petites questions hyper ouverte, on va dire, juste pour te connaître un petit peu. C'est quoi ta couleur préférée? Violet. Le violet. Et est-ce que tu peux me donner une célébrité qui t'inspire? Si t'as pas, c'est pas grave. Ok, pas de souci. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton handicap? Alors, je vais parler directement du syndrome d'impaction ulnaire, parce que j'ai pas de diagnostic de TDAH, même si un diagnostic n'est pas forcément nécessaire, parce que c'est un luxe. Mais pour le syndrome d'impaction ulnaire, c'est mon os du cubitus qui a poussé un peu trop, qui crée une tension constante sur mon tendon, ce qui fait que j'ai moins de mobilité, moins de force pour attraper les choses. Alors, si c'est lourd, ça me fait mal très rapidement et j'ai mal constamment à cause de ça. D'accord, et cet os-là, donc c'est dans le poignet, c'est ça? C'est ça. Les deux poignets? C'est ça. Tu l'as depuis quand, tu sais? Ça s'est révélé quand j'avais 14 ans, avec une chute. Okay. Apparemment, c'est quelque chose qui est là, ça vient... C'est pas génétique, je sais pas le mot. Héréditaire. En gros, c'est pas dans l'héritage, mais tu l'as dès la naissance. D'accord. Et en fait, pour la plupart des gens qui l'ont, ça ne se révèle pas alors qu'ils l'ont. Et les douleurs se révèlent qu'il y a une chute ou un choc, tout ça. Et après, il y en a où ça peut passer à la fin de la croissance, avec l'autre os de l'autre côté qui rattrape, et d'autres, non. Et du coup, ça fait des douleurs chroniques. D'accord, et est-ce que tu peux en parler de ton diagnostic et comment ça s'est passé et tout ça? Ça m'a pris 1 an et demi pour avoir un diagnostic. D'accord. Pourquoi? Ouais. Ça a pris un moment parce que c'est très peu connu en fait, apparemment. Donc au départ, on m'avait diagnostiqué une entorse. Donc j'ai dû porter une attelle pendant quelques semaines, tout ça. Et au final, ça aurait pu encore plus endommager mon poignet. Ah! Génial. C'est vrai. Je suis allée voir pas mal de spécialistes, même des rhumatologues, des pédiatres. On m'a dit que c'était pas un truc de croissance orgueuse. Un petit peu quand même. J'ai vraiment vu beaucoup de médecins, fait beaucoup de tests. Il y a même des spécialistes qui m'ont dit que je mentais par rapport à mes symptômes, que je faisais ça pour avoir de l'attention ou je ne sais pas quoi. Quoi? Donc du validisme pur et dur, oui, directement venant d'un médecin. C'est ça. Et à la fin, j'en ai eu marre de faire pas mal de médecins dans des trucs publics. Donc je suis allée et en 1 mois, c'était diagnostiqué. Alors t'es allée où? J'ai pas entendu, ça a coupé à ce moment-là. Je crois que c'est l'Institut de la main à Paris. Ok. Et ça a été diagnostiqué d'un coup, quoi. C'est ça. En 2 rendez-vous, c'était fait. Oh là là. Mais c'était beaucoup plus rapide. Et personne t'a dit non, tu t'exagères ou tu fais semblant ou quoi? Non, là-bas non, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui ont galéré comme moi à avoir un diagnostic. Et eux, ils sont vraiment très spécialisés sur tout ce qui est la main et le poignet. Et du coup, en 2 examens, c'était fait. Et comment tu l'avais... C'est beaucoup plus fréquent. Mais personne ne connaît. Ok. Et comment tu l'as vécu cette période d'attente de diagnostic? C'était compliqué, déjà d'avoir des douleurs sans savoir d'où ça vient, de devoir se restreindre sur ce que je faisais parce que ça faisait mal et parce que je ne savais pas si ça allait encore plus endommager mes poignets.
Et en plus, tout ce qu'il y avait autour, avec les gens qui me disaient que je faisais ça pour l'attention, les profs qui me mettaient la pression pour avoir un diagnostic. Je ne pouvais pas écrire un cours non plus à cause de la douleur. Donc, il y avait tout le système scolaire, plus les gens qui étaient dans ma classe, tout ça, quoi. Mais oui. Et une fois que tu as eu ton diagnostic, ça t'a fait quoi? Comment tu l'as vécu, ça? C'était bien, parce que déjà, je savais ce que j'avais. On m'a donné des conseils. Tout ça pour moi, que c'était les narratifs, donc pour moi que ça... C'est pas français, ce que je dis. C'est pas grave. Que ça s'empire le moins vite. Et ouais, comme ça, du coup, j'avais une diagnostic par rapport à mes profs qui ont arrêté d'un coup de dire que je faisais ça pour l'attention. Bizarrement. Parce que les profs disaient ça aussi? Ah oui, les profs. Une prof de sport qui, parce que du coup, c'était sur 2 années scolaires. La prof de la première année était très gentille, très ouverte par rapport à ça. Elle savait que c'était galère d'avoir un diagnostic. Et ma prof de sport de la 2e année menaçait de me mettre un 0 dans ma moyenne, alors que j'avais c'est le mot du médecin qui dit cette personne ne peut pas faire du sport, blablabla. Et en gros, elle menaçait de mettre un 0 dans ma moyenne, qui aurait pu ruiner ma moyenne générale de cette année-là et m'empêcher pour le bac, tout ça. Bah oui, c'est ça, parce que c'était en première et seconde et première ou en troisième et seconde? Seconde et première. Seconde et première, ouais. Donc le dossier de la première, il est méga important. Ouais. Ah là là. Ah ouais. C'est ça. Et elle menaçait de me le ruiner parce que j'avais pas de diagnostic. Et pour le TDAH, même si tu n'as pas de diagnostic, est-ce que tu veux bien nous en parler de toi, ton autodiagnostic, on va dire? Comment ça s'est passé? Enfin, par où t'as commencé? Comment t'as commencé à te poser les questions? Et maintenant... Alors pour le TDAH, j'en ai appris un peu plus par rapport à TikTok. Oui. Moi, je connaissais même pas le mot TDAH avant TikTok. C'est une activité, ce que tout le monde, beaucoup de personnes pensent que c'est, alors que non, en fait, il y a beaucoup plus à ça. Donc j'ai commencé à apprendre sur le TDAH par rapport à TikTok. Je me suis dit, ça ressemble un peu à mon quotidien. Et après, j'ai des amis aussi qui ont un TDAH. Qui, eux, ont été diagnostiqués? C'est ça. Ok. Et au bout d'un moment, ils m'ont pris à part, ils m'ont dit, t'as un TDAH toi aussi? Qu'apparemment, dans ma façon d'agir et dans plein de choses, ça faisait penser à leur TDAH à eux. Donc voilà, et puis après, oui, du coup, j'ai continué à me renseigner et j'ai regardé des sites professionnels, tout ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de doute à avoir, quoi. Oui, donc l'autodiagnostic, c'est pas juste je vois une vidéo et puis tu mets un mot sur ce que tu es, quoi. Non, enfin, c'est un processus un peu plus grand avec des recherches et des personnes concernées qui t'en parlent, etc. Et j'avais une question, je sais plus. Oui, qu'est-ce que ça t'a fait de te rendre compte qu'il y avait... Enfin, quand t'es tombé sur les premiers TikTok ou même quand t'es tombé sur tes potes qui t'ont dit ça, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te ressens à ce moment-là? Déjà, j'ai arrêté de m'accuser, de me traiter de flemmard, de tête en l'air, tout ça. Il y a beaucoup de choses où je pensais que c'était juste que j'avais la flemme ou je sais pas, des trucs comme ça. En fait, non, ça. J'arrive pas encore à en parler. Enfin, okay. C'est encore compliqué. Ok. On fait tout le tour de tout ça. Oui, bien sûr. Ouais, c'est mignon, c'est pas ça. C'est normal, apparemment. Je me mets vraiment de pression que je n'arrive quand même pas à faire des choses basiques, pas mal de choses. Voilà. Ouais, je comprends. Donc là, je vais revenir sur le handicap physique et le TDAH, les deux, mais du coup, comment est-ce que ces handicaps-là impactent ta vie de tous les jours? Est-ce que tu me donnes des exemples? Pour handicap, au niveau des poignets, l'écriture, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Alors, si par exemple, la douleur que quelqu'un peut ressentir au niveau des poignets au moment de l'écriture, au bout d'une feuille entière, en écrivant rapidement, je l'ai au bout de 4-5 lignes, en écrivant vite. Donc, ça c'est pas ouf. Oui. Et juste pour des trucs basiques de la vie, genre porter un sac qui est lourd, je vais devoir changer de main toutes les 2 minutes, que ça va me faire mal. Si c'est plus humide, j'ai mal au poignet directement. D'accord. Et sur pas mal de choses de la vie du quotidien, ça fatigue. Et puis je sais que si j'ai des jours porte des sacs trop lourds, le lendemain, j'aurais plus aucune force dans mon poignet. Ça me l'avait pas fait les années d'avant, ça m'a fait 2 fois cette année. C'était horrible ces jours-là. Je n'ai pas de force dans mon poignet, j'ai la main qui tremble. Tenir un couteau, je ne pouvais pas. Et est-ce que tu as des idées, ou si tu n'en as pas, je comprends tout à l'heure, mais des idées d'accommodation, de
de manière que la société pourrait, enfin, des choses que la société pourrait faire pour te rendre la vie plus facile ou diminuer ce mal-être-là? Pas vraiment là, pas encore trouvé vraiment de choses qui aident. Est-ce que taper sur un ordinateur, par exemple? Taper sur un ordinateur, c'est plus simple. Ça dépend des touches, mais ça va souvent. Donc, potentiellement, si au lycée, ils t'avaient autorisé de prendre tes notes avec un ordinateur, ça aurait été mieux. Énormément, oui. Au hasard. Mais oui, ça aide beaucoup. Ça aurait beaucoup aidé. Par exemple, je sais pas si tu devais porter tes manuels et tout, mais tes manuels scolaires, si tu pouvais les laisser à l'école, pareil. Ou si t'avais un double à la maison. Est-ce que porter sur le dos aussi, ça aurait été quelque chose qui... Ça aurait pu, oui, par rapport aux poids des snacks, ouais. Donc là, on va passer sur la partie les gens. Le regard de tes proches, de tes proches ou des gens avec qui tu interagis dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il a changé quand tu as eu un diagnostic? Est-ce qu'il a changé quand tu as commencé à avoir des douleurs? Est-ce que... ça dépend pour certains. Ça a surtout changé au niveau de l'éducation. Voilà. Parce que du coup, il y avait le diagnostic, on ne pouvait plus me dire que non, c'est faux, dans ça. Sinon, par rapport à mes proches, ils m'aident avec certains trucs basiques, donc se servir de l'eau si c'est trop lourd pour moi, ils le font. Et puis, non, pour la plupart, ils ne savent pas que j'ai ce handicap, parce que il n'est pas visible. Et du coup, quand les gens l'apprennent, ils sont surpris. N'importe qui peut avoir un handicap. C'est sûr. Ça se voit pas comme ça, il n'est pas marqué. Oui, les gens vraiment du handicap visible. Alors que oui, il y en a qui visibles et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pas parce que c'est pas visible qu'il n'y en a pas, quoi. Exactement. Je suis totalement d'accord et c'est aussi pour ça que je trouve ça important de faire ces interviews-là. Ensuite, donc c'est toujours dans la partie sur les gens, qu'est-ce que tu peux me dire sur la représentation de ton handicap dans les médias? Il y en a pas. C'est bien ce que je me disais, hein. Il y en a peut-être un petit peu sur l'hyperactivité, mais que cette partie-là chez les enfants, garçons qui courent partout. Oui. Mais c'est tout. Sur la douleur chronique, parce que les gens pensent que c'est juste une hyperactivité, quoi. C'est ça. Est-ce que tu connais un petit peu ce qui se passe? C'est ok si tu connais pas du tout, c'est vraiment... Enfin, c'est juste, si jamais tu connais, ça te permet d'en parler, de ce qui se passe au niveau des handicaps que tu as ou des handicaps en général au niveau de la politique. Ce que je sais, c'est qu'avec le handicap que j'ai pas le droit d'aide, ni rien. D'accord. Parce que ça peut m'handicaper dans pas mal de métiers. Ah bah oui, pas pouvoir écrire en effet. Dans les handicaps pour moi, il y a plein de métiers qu'ils pourraient pas faire. Il n'y a aucune aide là-dessus. Quoi? C'est des trucs simples pour l'écriture. Bah oui. Il y a partout. Bah oui. Et encore, j'ai pas le plus sévère de mon syndrome, quoi. Waouh. Et du coup, même les personnes qui ont le plus sévère de ton syndrome, ils n'ont pas d'aide non plus? Je pense que si. Okay. Enfin, mais après, je sais pas du tout renseigné. Oui, bien sûr. Waouh. Alors, tu m'as parlé un petit peu tout à l'heure des profs qui te croyaient pas, de ce genre à l'école qu'on te croyait pas, etc. Est-ce que tu as des anecdotes sur l'école? Est-ce que tu as quelque chose, un ressenti général sur comment ça s'est passé à l'école C'était compliqué, ça mettait pas mal de gens à dos, quoi. De pas pouvoir écrire en cours. Je me rappelle d'une fois où il y avait un groupe de filles dans ma classe qui visaient tout le monde, sans raison, hein, tout au long de l'année elles l'ont fait, qui d'un coup, en plein milieu du cours, ont décidé qu'elles ne voulaient plus écrire. En disant « Ah, mais je peux pas écrire, ça me fait mal !» en me moquant. Et tout le groupe de 5 filles qui ont fait ça pendant un cours de français. Donc la prof s'est énervée contre les filles, et du coup c'est aussi énervée contre moi juste après, et m'a forcé à écrire, tout le reste du cours, alors que ça me faisait mal. Ah ouais, à cause de la connerie des autres, toi t'as souffert. C'est ça. Je sais que la santé mentale des personnes handicapées, quel que soit le handicap, est assez... voilà. Déjà, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu... Il me semblait bien, mais voilà. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression que ta santé mentale a été impactée par le handicap? Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que c'était plus par le handicap en lui-même, par la douleur et tout ça, ou par la façon dont les gens te considéraient, ou les deux, ou la vision que tu avais de toi-même? Ça n'a pas changé la vision que j'avais de moi-même. Ça a changé les possibilités dans mon futur. Voilà, et puis au départ, quand j'avais pas encore le diagnostic, c'était plus par rapport à la vision que les gens avaient de ce que j'avais, tout ça. Et là, la dernière année, c'était plus la partie dégénérative.
parce que de base, on m'avait pas dit que c'était dégénératif. Ah oui. On m'a donné le diagnostic, mais on m'a pas dit grand-chose, on m'a donné quelques petits conseils, on m'a rien dit sur comment ça allait plus tard. Ah, purée. Et donc, c'est dégénératif. Je vais perdre de la force et de la mobilité au fur et à mesure des années. Je peux avoir de l'arthrose beaucoup plus jeune que tout le reste du corps, que n'importe qui. Et ouais, ça change pas mal, parce que du coup, ça peut m'empêcher de continuer mes passions, même manuelles et artistiques. Donc, ouais. Ouais, je comprends. Et donc, je sais pas comment ça va être pour plus tard. Il y a pas mal de choses, je pense, que je pourrais plus faire. Et dans le centre de la main, là, donc du coup, ils t'ont pas dit qu'ils te croyaient pas, mais ils t'ont pas donné toutes les ressources, quoi. Ils t'ont pas donné toutes les informations. Et est-ce que t'aurais... Enfin, moi, là, de l'extérieur, je me dis peut-être que ça aurait été bien qu'ils puissent déjà te dire tout depuis le début. Ils ont voulu me donner un diagnostic, ils m'ont dit d'attendre. Non. Et il y a pas de... Ils t'ont pas amené vers des personnes comme toi, ou ils t'ont pas dirigé vers des psys ou quoi, pour te dire... c'est dur d'apprendre ça, ce serait bien que tu puisses pas en parler à quelqu'un, quoi. Non, rien du tout. Parce que, ils étaient très forts pour le diagnostic, mais pour quand c'est allé avec, non, quoi. Est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider? Quand on a le diagnostic, ça peut peut-être partir entre tes 18 et tes 20 ans, mais après, si ça part pas, tant pis pour toi. Ce sera à vie. Au revoir. Oh, wow. Ouais. Est-ce que tu peux me dire des choses qui auraient pu t'aider à ce moment-là? La façon dont ils t'ont géré, la fait de te l'annoncer, ou les choses qui vont autour? Mettre en contact avec d'autres personnes qui ont le même handicap ou d'autres handicaps qui peuvent être similaires, quoi. Oui, je comprends. Et du coup, ça permet d'en parler avec des gens qui comprennent. Est-ce que ça te ferait du bien aujourd'hui, même maintenant, même plus tard, enfin, genre, qu'on est après que tu as appris ton diagnostic il y a quelques années, est-ce que ça te ferait toujours du bien d'être aujourd'hui mis en contact avec... Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, ouais, je comprends. Alors, j'avais d'autres trucs. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des influenceurs, des émissions, tout ça, qui parlent de tes handicaps? De mes handicaps, non, pas vraiment. Et est-ce que tu connais des assos qui parlent de tes handicaps en général, enfin de tes handicaps précis ou de douleurs chroniques, par exemple? Mes handicaps, handicap pour le poignet, non, aucun. Sinon, j'ai trouvé pas mal de pages sur Instagram par rapport au TDAH. D'accord. Je t'envoie ça par message, parce que là, j'arrive pas à le trouver directement. Ouais, ça marche. J'interromps juste l'interview une seconde pour dire que Manon m'a envoyé le nom du compte Insta dont elle parlait, c'est The Mini ADHD Coach. Voilà, moi j'en mettrai d'autres sûrement dans la description, parce que j'en suis quelques-uns, mais j'arrive pas à les retrouver là maintenant de suite. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que c'est toujours bien de se partager des infos, et si c'est en français, c'est encore mieux. Voilà, je vous laisse avec l'interview. Question, on s'en arrive vers les questions de la fin là. Est-ce que tu as un conseil à la toi du début, de l'avant-diagnostic ou du début du diagnostic? Je ne pas prendre en compte ce que les gens peuvent dire par rapport à ce que je mentais, tout ça. Je me suis même questionnée au bout d'un moment là-dessus. Et puis, d'osser directement, quoi. Est-ce que tu as un mot pour les personnes valides qui t'écoutent ou pour les proches des personnes qui ont les mêmes handicaps que toi? Alors, c'est parti. Si quelqu'un vous dit qu'elle a un handicap, vous n'avez pas besoin d'avoir une preuve. Parce que ça peut arriver souvent. Handicap, elle en a un. Il n'y a pas de preuve à donner, même si c'est pas physique, il n'y a pas de preuve à donner. On vous dit que quelque chose n'est pas possible pour nous, c'est que ce n'est pas possible pour nous. Et voilà quoi. Ouais, c'est hyper important. Et merci pour ce petit moment d'interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu veux qu'on te retrouve sur TikTok, par exemple? Alors, si by God. Ok. Voilà. Et très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et d'avoir répondu à mes questions. Il n'y a pas de faire ça. Merci. J'espère que tu passeras une bonne fin de journée et puis prends soin de toi. Hey, c'est encore moi. Du coup, j'espère que cette interview vous a plu. Je suis trop fière, je suis trop contente parce que c'est la première interview où on interviewe quelqu'un. C'est le premier épisode où on interviewe quelqu'un. J'ai hâte de vous montrer l'épisode prochain, dans 2 semaines, je pense.
Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et YouTube sous le nom Queer Bienveillante. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, à liker et à commenter le podcast, peu importe où vous êtes, parce qu'il paraît que ça aide énormément pour le référencement. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, ce serait volontiers. Si vous pensez qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, si vous avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager ou à me dire en commentaire ou à m'envoyer un mail pour m'expliquer ce que vous en avez pensé. Je promets pas de répondre à tous les commentaires ou à tous les mails, hein, parce que la dépression, voilà, fait que des fois je suis incapable de répondre à qui que ce soit, donc voilà. Mais je les lis quasiment tous. Je les lis quasiment tous. Enfin bref, je m'éparpille un petit peu là. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur une autre douleur chronique, une dépression et de l'anxiété. Ouais, il y a du lourd dans ce sujet-là. Allez, prends soin de toi, n'oublie pas de prendre tes médicaments, bois de l'eau et mange un bout parce que ton corps il a besoin de l'énergie. Mouah, des bisous.